Sombre tableau pour le secteur privé malien, c'est ce qu'a décrit ce matin Mamadou Sidibé, président du Conseil national du patronat. C'était au cours de l'Assemblée générale du groupement. Demain 24 mars, le Mali célèbre la journée nationale de la courtoisie sur les routes. C'est une journée qui vise à sensibiliser sur les comportements de conduite à risque pour réduire les accidents. Page noire de ce journal, un baobab africain est tombé. Chinois Achebe, écrivain nigérian, est mort avant-hier aux États-Unis. L'auteur du Monde s'effondre s'en est allé à 82 ans. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, ce communiqué à l'occasion du déplacement pour Nouakchott de son Excellence, le professeur Dioncounda Traoré, président de la République par intérim, dans le cadre de la 15e session des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS. Le protocole de la République invite à l'aéroport international de Bamako-Sénou le dimanche 24 mars 2013 les membres de la délégation présidentielle à 14 h, les membres des corps constitués désignés à 14 h 30. Le décollage de l'avion présidentiel est prévu pour 15 h. Reprise de l'aide allemande au Mali, c'est le ministre allemand de la coopération économique et du développement qui l'annonce. C'était au cours d'une visite dans la région de Mopti. Parlant d'aide au développement, l'Allemagne, l'Union européenne et le Canada veulent mobiliser 100 millions d'euros pour le Mali. Moustapha Doumbia depuis Mopti. Du ministre fédéral allemand pour la coopération économique et du développement a deux objectifs principaux. Voir de près les réalités de la région de Mopti et témoigner la volonté de la République fédérale d'Allemagne à accompagner notre pays. Le ministre fédéral allemand et sa délégation ont échangé avec les autorités administratives, politiques et religieuses de Mopti. Ces échanges ont porté sur des questions humanitaires et sécuritaires. L'hôte du jour, qui a aussi visité les sites des déplacés de Sévaré, s'est dit satisfait. Nous avons fait ce voyage pour apporter la preuve de notre solidarité. L'image que je viens de recevoir, l'impression que je viens de recevoir est tout à fait concluante et positive. Bien sûr, ce que nous avons pu voir, ça ne montre pas tout. Ce sont les premières impressions, mais l'impression est bonne. Dans la Venise malienne, le ministre allemand a également procédé au lancement de l'opération de distribution des vivres dans le cadre du programme Welthungerhilfe, un programme financé par l'Allemagne, occasion pour Dirk Nibello de réaffirmer la volonté de son pays à accompagner le Mali. Nous avons décidé de débloquer 100 millions d'euros avec le Canada, avec l'Union européenne, à 3, pour donner l'aide. Ce qui avait été gelé, c'est l'aide au niveau gouvernemental. Et nous allons maintenant, avec les progrès atteints dans le cadre de la feuille de route, débloquer ces aides pour reprendre les activités qui avaient été décidées déjà. Le ministre fédéral a aussi visité une entreprise de coupe, couture et teinture financée par la GIZ. Renforcement de la sécurité dans la région de Kayes, le sujet préoccupe plus d'un. C'est dans ce cadre que le ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile s'est rendu sur place, visite du poste de commandement de la 4e région militaire et rencontre avec les différents acteurs ont marqué sa sortie en première région. Envoyés spéciaux Adama Kodjo et Karunga Keita. Échange à bâton rompu entre le ministre en charge de la sécurité intérieure et de la protection civile et les hommes à Kayes. Le ministre et sa délégation sont venus parler des voies et moyens pour le renforcement de la sécurité dans la région de Kayes. Un renforcement pour répondre aux exigences de l'ère qu'est la lutte contre le terrorisme. Il faut que les éléments fassent preuve de rigueur. Il faut que les éléments soient redoublés de vigilance. Selon la moindre défaillance, alors donc ces terroristes et ces narcotrafiquants peuvent s'infiltrer dans nos villes et faire du mal. Dans le souci de bien sécuriser les hommes et leurs biens, les autorités administratives et politiques de la région avaient pris le devant en mettant en place un comité de crise, une décision saluée par le ministre. Certains pouvaient avoir le sentiment que Kayes n'étant pas directement touché par les combats, que Kayes était à l'abri. Donc le comité devait éveiller les consciences, expliquer aux gens que la sécurité était aussi globale.
La visite des locaux des structures régionales du département constitue la première activité de la délégation ministérielle et les hommes d'évoquer aux visiteurs les conditions précaires de travail. Nous sollicitons le renforcement des effectifs, l'équipement des unités en armes et munitions, la dotation des unités en matériel roulant et de communication, la dotation du personnel en équipement individuel, la création des commissariats de police à Yelimane, Aourou, Yema, Sadiola, Maïna, d'un escadron de gendarmerie à Kita, des centres de secours de la protection civile à Kita, Yema et Kenyeba, la construction de nouvelles infrastructures et leur équipement. Comprenez que ce n'est pas, un manque de volonté des autorités, que ce n'est pas un manque de coopération, que c'est quand même des choses qui ont été créées, qui ont fait que nous vivons ça. Équiper les forces armées et de sécurité, c'est une nécessité, mais ça coûte énormément cher. Les autorités du Mali sont en train de s'employer pour le faire. Malgré la situation économique actuelle du pays, des pistes de solutions à certains problèmes ont été tracées par le ministre. La première région qui a également reçu le ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions au centre des échanges avec les cadres de l'administration, le manque de ressources humaines, matérielles et financières. Le ministre, qui a aussi parlé de la feuille de route du gouvernement de transition, a rencontré les organisations syndicales et le patronat de CAI, Kansoutou Kanouti. Le ministre du Travail, Mamadouna Mori Traoré, a rencontré en premier lieu les cadres de l'administration pour connaître leurs conditions de travail. Au cours des échanges, les cadres ont surtout mis l'accent sur le manque de ressources humaines dans leurs services respectifs. Action très centralisée. L'essentiel des ressources humaines se trouve malheureusement dans la capitale, mais il y a un effort de déconcentration qui se poursuit et je suis très surpris du manque de personnel technique et de soutien dans cette région. Après sa rencontre avec les cadres de l'administration, le ministre et sa délégation se sont rendus à la direction régionale du travail. Sur place, ils ont d'abord visité les nouveaux locaux de la direction dont les murs sont presque tous fissurés. Mamadouna Mori Traoré s'est ensuite entretenu en présence des difficultés pour les visites et contrôles d'établissement, la vétusté du moyen de déplacement existant, le manque d'engins à 2 roues, pas de services locaux où se trouve une forte intensité de main-d'œuvre, telle que dans les secteurs de Kenyeba, Bafoulabé, Kita, entre autres. Ils accomplissent un travail remarquable avec très peu de moyens. Et j'ai été très heureux d'apprendre tout ce qu'ils ont fait avec si peu de moyens. Bien sûr, nous sommes un pays pauvre. On n'a pas les moyens toujours de ce qu'on a envie de faire. Mais on fait ce qu'on peut avec ce que l'on a. C'est dommage. C'est dommage qu'on dépense de l'argent à construire des bâtiments qui, au bout de quelque temps, sont fissurés. Le ministre a ensuite rencontré les représentants des organisations syndicales, notamment l'UNTM, la CSTM et le patronat. Les échanges ont porté sur l'assurance maladie obligatoire, la cherté de la vie, mais surtout le licenciement de plus de 400 travailleurs de la mine de Sadiola. Le ministre affirme avoir pris bonne note des doléances présentées par le syndicat, mais il leur a demandé de surseoir à leurs revendications compte tenu de la situation que connaît le pays. Que de sorties gouvernementales cette semaine en première région. Le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement s'y est rendu également. Vétusté des locaux, insuffisance de moyens logistiques sont entre autres difficultés évoquées par les responsables des structures visitées. Le ministre et sa délégation par ailleurs étaient impressionnés par les pépinières exploitées par les retraités des eaux et forêts de Caille, Mahamadi Aliyoubari. À Caille, le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement, Ousmane Agrissa, voudrait s'enquérir des conditions de travail du personnel des structures relevant de son département, à savoir la direction régionale de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances, et celle des eaux et forêts, mais aussi les informer sur les missions assignées au gouvernement de transition. Mais aussi en même temps, dire que nous devons, en tant que département en charge de l'environnement et de l'assainissement, conduire aussi nos missions, faire en sorte que nous puissions accompagner l'atteinte des 2 missions essentielles, mais aussi imprimer pendant cette période de transition une nouvelle dynamique au secteur de l'environnement et de l'assainissement. Comme vous le savez, la région de Caille est une région extrêmement riche de son histoire, riche de sa géographie, riche aussi sur le plan de l'environnement. Ici, à la direction régionale des eaux et forêts,
La délégation ministérielle a été impressionnée par la pépinière de plus d'1 hectare exploitée par la coopérative des retraités depuis plus de 10 ans. Les mêmes ouvriers qui avaient eu à travailler ici en salarié, une fois à la retraite, se sont organisés avec d'autres personnes pour pouvoir reprendre en main cette pépinière. Donc c'est vraiment un constat de satisfaction, en tout cas en cette étape de la mission. La deuxième étape de cette visite a été la rencontre avec le personnel. Au cours de cette rencontre, les deux directeurs régionaux ont fait une brève présentation de leur structure, les réalisations faites, les perspectives et les contraintes. Contraintes qui ont pour nom manque de personnel, vétusté des locaux et insuffisance des matériels de bureau et des moyens roulants. À tout cela, le ministre a apporté des réponses. Nous allons trouver rapidement des solutions en rapport avec la direction nationale. Nous allons voir comment mettre les agents dans les meilleures conditions de travail. Comment les équiper en matériel approprié. Auparavant, le ministre et sa délégation avaient visité les locaux de deux structures. Le ministre de l'Agriculture a lui visité le seuil de Kourouba en zone OHVN. Objectif, s'enquérir de l'état d'avancement des projets du programme d'irrigation dans le bassin de Bani à Sélengue et évaluer les potentialités qu'offre le bassin du fleuve Niger. Envoyé spécial Nando Dambélé et Brahima Koulibaly. Entamé en 2007, l'aménagement du périmètre de Manicoura avec ses 1094 hectares connaît des problèmes liés à la faiblesse des volumes d'eau turbinés par la centrale de Sélengue, notamment en contre-saison. Pour trouver une solution durable, le gouvernement du Mali, avec l'appui des bailleurs de fonds, a envisagé la réalisation d'un seuil agricole sur le Sankarani à Kourouba. J'ai entamé une série de visites de terrain qui a un double avantage. Le premier avantage, c'est me permettre de m'enquérir de la situation réelle, la situation, le point d'exécution des projets sur le terrain. Et deuxième chose, c'est donner un coup de pouce aux différentes entreprises qui sont sur le terrain en train d'exécuter les projets d'aménagement. Le ministre Baba Berté a aussi rassuré les communautés bénéficiaires du démarrage très prochain des travaux de réalisation de ces CI. J'ai pris contact avec la BAD qui est l'unique bailleur de fonds de ce projet. Je me suis rendu à Tunis et ils m'ont dit effectivement que les travaux devraient reprendre le 3 avril, les études devraient reprendre le 3 avril. Et une fois que les études sont faites, je pense que c'est plus une question de rythme, de cadence de travail. À Guéléba, le ministre de l'Agriculture a évalué avec beaucoup d'espoir le potentiel aménageable de la plaine qui est de 3000 hectares sur les 10 000 en aval. Le premier responsable de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique était à Ségou pour y instaurer, nous dit-on, un climat plus stable et œuvreux pour une université plus studieuse. Après avoir sillonné les sites universitaires de la ville, le ministre a rencontré les partenaires de l'université de Ségou. Brahima Kone. Cette mission du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a été essentiellement marquée par une visite guidée des sites de l'université, de ses emprises foncières et une rencontre avec les différents partenaires au mérite des échanges, la promotion de la recherche, de la culture du dialogue social pour une université plus studieuse et plus performante. Les défis, c'est d'abord d'améliorer la situation en renforçant le corps professoral et ensuite faire en sorte que les conditions de travail et de vie et des enseignants et des élèves s'améliorent. Les échanges ont aussi porté sur le renforcement de la communication sur les filières, les débouchés et l'épineuse question de frais pédagogiques à cause desquels les étudiants ont débraillé. Les 35 000 francs CFA doivent être payés en tant que frais pédagogiques parce que c'est ce qui donne le statut d'étudiant à l'université de Ségou. Et je pense qu'un certain nombre de modalités pour leur paiement, qui sont des modalités assez favorables, ont été envisagées. Pour le ministre Messaoud Ould Mohamed Labib, ce qui vaille, c'est le changement qualitatif par plus de travail, de méthode et d'ordre.
Et le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Manga Dambélé, qui est à Rabat au Maroc depuis jeudi dernier, il participe à la première Global Growth Conference de l'Institut Amadeus, ouverte hier soir dans la capitale marocaine. 250 décideurs de tous les secteurs participent à cet événement. Le ministre Manga Dambélé était l'invité spécial ce samedi dans une session dédiée au Mali et à la crise que le pays vit. Cette occasion était bonne pour passer au crible les grands secteurs, mais aussi les grands enjeux de la coopération entre le royaume chérifien et le Mali. En marge de la rencontre, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a rencontré son homologue marocain Mustapha El Khalfi. Les deux personnalités ont parlé de coopération. Ils ont ainsi évoqué la numérisation des archives de l'ORTM ou encore le renforcement des capacités de la presse écrite et audiovisuelle. Activité politique avec les travaux de la 12e conférence nationale de l'Alliance pour la démocratie au Mali, ADEMA PSG, cette instance statutaire du parti de l'abeille, doit faire le bilan de l'année écoulée et tracer les perspectives pour l'avenir. Mamari Koné. C'est à un véritable exercice démocratique et d'évaluation des 12 mois écoulés que sont invités les délégués du parti ADEMA lors de cette 12e conférence nationale. Comme document de travail, les participants planchent sur le rapport d'activité du comité exécutif, les rapports de la Commission centrale de contrôle administratif et de gestion des conflits, ainsi que de la Commission centrale du contrôle financier. Les interventions des coordinations régionales et du district de Bamako, ainsi que les communications du mouvement national des femmes et des jeunes seront proposées aux délégués. Le premier vice-président du parti dira que cette assise qui se tient dans un contexte particulier est placée sous les signes de la solidarité. C'est pourquoi il a invité les délégués à une réflexion profonde sur la situation du pays et celle du parti. Cette journée, nous devons la consacrer à l'analyse des événements et des enseignements. Nous vivons des difficultés internes qui sont connues de vous tous, ainsi que des dysfonctionnements qui perdurent. Nous devons avoir le courage de les diagnostiquer et prendre des mesures idoines. Le débat sur le rapport du secrétaire général et des différentes contributions, je l'espère, nous conduiront à mieux baliser le chemin de l'avenir. Après avoir rappelé quelques moments forts de l'année 2012, comme le choix du candidat du parti à la présidentielle, le coup d'État du 22 mars, les luttes pour le retour à l'ordre constitutionnel, le premier vice-président du parti a rendu hommage à l'armée malienne qui, malgré toutes les difficultés, se bat pour la récupération totale du pays avec l'appui de la France et des forces africaines. L'ADEMA, à l'image du Mali, dira Ibrahim Ndiaye, est à la croisée des chemins. À l'issue de cette journée, nous nous projetons sur l'avenir du Mali, en termes de réconciliation des cœurs et des esprits, en termes de progrès, de construction. Certains vous parleront de refondation et même de renaissance. Tout cela a un dénominateur commun, la prise de conscience aiguë de la nécessité de rebâtir le Mali autrement, ce que certains appelleront le changement. Les partis amis invités à la cérémonie d'ouverture ont tour à tour exprimé leur convergence de vue avec le parti ADEMA en vue de la construction d'un Mali nouveau. Il s'agit du RPM de l'URD, du PDJ de l'UFDP, des Yéléma du PDS et de l'UDD. Une minute de silence a été observée à la mémoire des victimes de la guerre contre le terrorisme au nord de notre pays. Notre reporter nous signale qu'à l'issue des travaux, la conférence nationale de l'ADEMA a invité le comité exécutif à s'investir avec détermination pour parvenir à une candidature unique et consensuelle au sein du parti. Des motions de soutien ont été adressées au président en exercice de la CEDEAO, Alassane Dramane Ouattara, et à l'ancien président de l'Union africaine, Yahi Boni, pour leur rôle joué dans la résolution de la crise malienne. Le Rassemblement travailliste pour le développement RTD a animé ce matin une conférence de presse. C'était pour informer des ambitions politiques et des projets de société que prend le parti. La conférence était animée par Ahmed Sow, président du RTD. Le reportage est signé Mahamadou Doumbia.
En organisant cette conférence de presse, le Parti du Rassemblement travailliste pour le développement a tenu à informer les journalistes sur les enjeux, les perspectives et les convictions politiques qui l'animent pour créer un Mali nouveau, un Mali où il fait bon vivre grâce au travail bien fait avec des initiatives heureuses non basées sur l'intérêt personnel et l'insouciance pour l'État. Nous cherchons à bâtir un Mali nouveau, un Mali où on pourrait vivre en toute harmonie, où les populations pourraient vivre ensemble. Nous voulons bâtir un Mali avec des Maliens engagés qui croient au Mali, qui sont prêts à se battre pour leur pays, non pas pour eux-mêmes. Pour mener à bon port ce projet politique pour le Mali, il faut des projets de société convaincants qui s'intéressent à la fois à tous les domaines du développement et principalement à l'agriculture, à l'éducation, aux industries et aux ressources naturelles. Tant qu'on n'a pas mis en place une véritable politique de revenus au Mali, nous ne pourrons jamais amener les Maliens à travailler pour le pays, mais ils seront obligés de travailler pour eux-mêmes. Donc il faut une véritable politique de revenus. Une fois qu'on a atteint cet objectif, il faudrait maintenant mettre le paquet sur les mutations des systèmes de production primaires. En réponse aux questions très pointues de certains journalistes qui lient vie privée, vie publique et vie politique, le président du RTD a été clair. Il ne se reproche rien et c'est pour se rendre tout simplement utile à son pays qu'il a créé le parti du RTD qui peut accepter des adhésions ou des coalitions s'il y a des coïncidences d'objectivité réelle pour le développement du Mali. Moi, je n'ai aucune ambition personnelle. Si demain, le RTD estime que nous ne devons même pas aller à l'élection présidentielle et que nous devons nous associer avec quelqu'un qui partage nos valeurs, nous le ferons volontiers. Et je pense que beaucoup de gens me connaissent pour savoir que je n'ai pas besoin de la politique pour vivre. Je m'engage pour mon pays et c'est tout. Voilà qui est bien dit. Aujourd'hui, une journée de concertation de l'Association des femmes d'affaires du Nord, AFAM, s'est tenue au CICB. Le but de la rencontre est de renforcer le dialogue, la cohésion sociale et le vivre ensemble entre toutes les populations du Mali en général et du Nord en particulier. Youssouf Diakité. Établir la communication et le dialogue entre toutes les populations du Mali en général et celles du Nord en particulier. Voilà tout l'essence de cette journée de concertation initiée par l'Association des femmes d'affaires du Nord. L'objectif est de renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est un mandat impératif. Aujourd'hui, chaque Malien a le devoir d'accepter l'autre et de vivre ensemble sur le même territoire. Les Touaregs ne peuvent pas vivre sans les Sonraïs ne peuvent pas vivre sans les Arabes ne peuvent pas vivre sans les Touaregs, les Peuls ne peuvent pas vivre sans les Bozos, les Sénoufos ne peuvent pas vivre sans les Touaregs et les Dogons ne peuvent pas vivre sans les Peuls. Le vivre ensemble, c'est d'abord de s'accepter. C'est la première fois que je vois d'abord, disons, autant de personnes mobilisées pour la cause de la paix. Et ce n'est pas, disons, une mobilisation qui est instinctive. Je peux dire que c'est une mobilisation qui est, comment s'appelle, subordonnée à une action de développement. Donc ça ne peut que se saluer. Nous devons nous mettre ensemble pour dialoguer en vue de rétablir la paix et la stabilité, gage du développement durable. Voici la conviction partagée par tous les intervenants. Il faut qu'on arrive à mobiliser nos sœurs, n'est-ce pas, par rapport à jouer, n'est-ce pas, leur partition, qui est très capitale dans toutes les dynamiques, tous les processus de réconciliation nationale. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut que nous, les communautés du Nord, Soreil, Tamashek, Peul, Arabes et toutes les autres communautés qui y vivent ensemble reviennent pour se donner la main et comprendre ce qu'il y a eu comme déchirure et que ce que nous avons perdu, que nous puissions retrouver. Et nous ne le retrouverons qu'avec le pardon. Pour joindre l'utile à l'agréable, ceci a été annoncé. Les Dogons dans la salle deviennent d'un Sorail et vice-versa. Témoignage de la solidarité tant chère au peuple malien. Actualité à Tombouctou avec le gouverneur de la région et les autorités politiques qui ont rendu visite aux blessés de l'explosion qui a eu lieu il y a quelques jours. On se rappelle un commando qui voulait s'en prendre aux positions de l'armée française, malienne et de la MISMA a été neutralisé par les forces en place. Un soldat malien a perdu la vie et 5 autres ont été blessés suite aux tirs de l'aviation française. Le compte rendu de Yaya Tandina.
C'est dans la nuit du 20 mars que s'est déroulée cette opération kamikaze au checkpoint sur la route de Kabara. Le commando de Tinclair était à bord d'un pick-up quand le véhicule s'est explosé. La réaction des forces françaises et maliennes ne va pas se tarder. 5 des assaillants ont été tués et l'aviation française a nettoyé les abords. C'est au cours de cette opération que 5 des forces armées maliennes ont été touchées et un de nos soldats a perdu la vie. Admis à l'hôpital de Tombouctou, les blessés ont reçu la visite des autorités administratives et militaires de la région. L'administration qui est avec moi, je vois le cabinet des préfets qui sont avec nous et les élus de la localité, plus un élu de Wélissébou qui s'est joint à nous pour voir comment on peut voir tout de suite ce qu'on peut faire. Alors, un petit geste qui pourrait peut-être accompagner un peu. Ça ne peut pas tout résoudre, mais ce qui est certain, c'est un pas. Alors, la ville elle est sécurisée, les militaires sont engagés, c'est ça aussi l'armée. Cet attentat est le premier du genre dans la région de Tombouctou depuis la libération des villes du Nord par l'armée malienne appuyée par les forces de l'opération Serval. Sur le terrain, des décombres du kamikaze et une épave indescriptible. Autour de 23 h, une Toyota bourrée d'explosifs s'est présentée au niveau du checkpoint et n'a pas voulu obtempérer aux injonctions d'arrêt. Donc finalement, il y avait un suicidaire dedans. Il s'est fait exploser avec le véhicule en question. Et ensuite a suivi des tirs de harcèlement autour de la position. La situation est sous contrôle. Aujourd'hui, en matière de sécurité, on ne va pas baisser le bras. Ça ne va pas nous faire changer notre doctrine. Et l'ennemi aussi a échoué un bilan très, très lourd. Les opérations de rattrapage vont continuer avec le GTA numéro 5 pour traquer ces éléments ennemis qui ont tenté de s'infiltrer. Mais à l'heure où je vous parle, il y a la tranquillité dans la ville. Quant au soldat tombé sur les champs de l'honneur, il a été accompagné à sa dernière demeure au cimetière des Trois Saints par ses compagnons d'armes. Et les populations de Tombouctou lui ont rendu des hommages. Dors en paix, soldat de 2e classe, Mohamed Tafakoul Bali. Nous restons en 6e région où les narcotrafiquants avaient imposé des taxes illicites sur les populations du lac Fagibine. Elles vont de 100 à 300 000 francs CFA par village. Il a été découvert au niveau du centre de formation féminine de Gundam des fiches de convocation de Ansardine de Yad Agali, fiches sur lesquelles sont imposés des cachets de l'institution de microfinance Djigiasoba de Tombouctou. Une preuve certaine de faux et usage de faux. Envoyé spéciaux, Chérif Moulay, Adama Djimdi. Le centre multifonctionnel des femmes de Gundam était le refuge des terroristes, un lieu érigé en police islamique interdit d'entrer sans autorisation. C'est là que nous avons découvert ces documents. Cette fiche sert de convocation aux occupants qui ordonnent aux citoyens de se présenter au commissariat toute affaire cessante. Pour légitimer leurs actions, ils ont utilisé le cachet de l'institution de microfinance Djigiasoba pillé à Tombouctou. Une preuve de faux et usage de faux. Ceci est un laissez-passer remis aux Moudjahidines. Il comporte le nom du conducteur, l'immatriculation, le type et la provenance du véhicule, la date et l'identification du poste de contrôle. Cette page est la 5e partie d'un document produit par les assaillants qui incite les populations à les suivre dans leur logique. À l'image du Yémen, de l'Irak et de l'Afghanistan. Ces pays sont cités en exemple par les bandits armés. Dans le lac Fagibine, ils ont imposé des taxes allant de 100 à 300 000 francs CFA aux différents villages. Voilà qui est donc fini cette triste histoire. La commune de Togéré-Koumbe, cercle de Tenenkou, et le village de Djaloumbe, tous deux dans la région de Mopti, ont remis 160 bœufs aux forces armées et de sécurité comme appui à l'effort de guerre. Une remise effectuée en présence du directeur de cabinet du gouvernorat, du représentant des forces armées. Récit de nos envoyés spéciaux Moussa Arimaïga et Ali Outouré. Ces animaux traversant le fleuve Niger proviennent de la commune de Togéré-Koumbe. Ils sont au nombre de 100 bœufs, soit un parc entier représentant la contribution à l'effort de guerre de la commune de Togéré-Koumbe, cercle de Tenenkou. Ici, à Borgondaga, autour du directeur de cabinet du gouverneur de la région de Mopti, les autorités politiques et administratives de Togéré-Koumbe, les représentants des forces armées de sécurité, les populations, mais aussi et surtout le député à l'Assemblée nationale de Tenenkou, Dr Temore Chulanta, ressortissant de la commune de Togéré-Koumbe. Je vais remercier la population de ma commune qui ont donné
ces taureaux sans arrière-pensée, des volontaires. On n'a obligé personne. Si on regarde de la part d'un village Pile qui s'est défait de ses baies pour donner à l'armée malienne pour sa contribution, vraiment on ne peut plus qu'être ému. Donc au nom du commandant de la place d'armes, au nom de l'ensemble des forces armées de sécurité, je remercie la population. Au nom de monsieur le gouverneur et du chef de l'État, nous remercions l'ensemble de la population de Togo-Rekoumbe et à travers elle, l'ensemble de la population du cercle de Ténenkou. Pour ce qui est de ce geste, c'est une autre façon de dire qu'il nous faut muscler davantage notre contribution, notre participation à l'effort pour la paix. C'est quand nous montrerons que nous sommes davantage déterminés. C'est quand nous allons montrer qu'unis ensemble, et chacun est prêt à donner de son sang et de tout son bien, y compris le plus cher, que alors effectivement ils comprendront que le salut n'est pas de leur côté. D'une cérémonie à une autre, même initiative. Mais cette fois, l'exemple nous vient du village, donc de la base, avec le village de Djalloubé, cercle de Mopti, avec un geste de 60 taureaux. Ici, comme à Togo-Rekoumbe, les dons viennent sans contrainte aucune. À mon enfance, jusqu'à nos jours, j'entendais dire que la santé, c'est la priorité. Ce que nous avons constaté maintenant, c'est la paix qui est la priorité avant tout. Les femmes des villages de Djalloubé, on remercie vraiment l'armée malienne et sans oublier la France. On les remercie avec leur engagement. Pour la énième fois que le village de Djalloubé vient répondre à l'appel du président de la République, de son gouvernement, pour soutenir notre vaillante armée. Et merci à l'ensemble de la population du village de Djalloubé. Très content et très fier de nos populations qui sont en train de se manifester de la manière la plus positive et cela volontairement et spontanément en faveur de l'armée. Le président de la République a invité l'ensemble des Maliens à contribuer à l'effort pour la paix. Du côté du delta intérieur du Niger, l'appel a été entendu dans les chaumières. Voilà, après Gao et Mopti, nos envoyés spéciaux Moussa Rimaïga et Aliou Touré sont à présent à Bamako. À Bamako, avec cette assemblée générale du patronat dans un contexte de crise marqué par la fermeture de plusieurs entreprises et sociétés privées et la mise au chômage technique de nombreux agents, un tableau sombre décrit ce matin par Mamadou Sidibé, président du Conseil national du patronat du Mali. Au cours de cette assemblée, il s'agissait pour les responsables du secteur privé d'examiner et d'adopter les rapports d'activité et financiers de l'exercice 2012 du Conseil pour Amatraoré. À quand le bout du tunnel pour les entreprises privées? Une interrogation à laquelle les responsables du secteur tentent de répondre au cours de leur assemblée générale. En effet, la crise de 2012 a mis à mal les entreprises des sociétés privées du Mali et du coup ralentir l'activité économique de notre pays. Une conséquence parmi tant d'autres. Elles sont nombreuses les entreprises qui ont fermé, celles qui ont envoyé une partie très importante de leurs employés en chômage technique ne sont plus à dénombrer. Nous assistons à une aggravation des contraintes devenues quasi existentielles pour nos entreprises. C'est l'outil de production même qui a été parfois détruit au cours de cette crise. Un tableau sombre qui est loin d'occulter les actes posés par l'organisation patronale, parmi lesquels un soutien financier de 100 millions de francs CFA en termes de contribution aux populations déplacées du Nord. À ceci s'ajoute l'élaboration d'un document sur les préoccupations du secteur privé et soumis aux autorités de la transition. La liste n'est pas exhaustive. Le CNPM a réussi à négocier avec l'UNTM la suspension de la mise en œuvre des différents protocole d'accord signé entre les deux parties ou entre leurs démembrements. Dans le même ordre, depuis le début de cette crise, l'autre centrale syndicale, à savoir la CSTM, s'est aussi gardée de poser à l'endroit du CNPM un quelconque acte susceptible de raviver le front social. C'est le lieu pour nous de les remercier pour leur sens de responsabilité et pour leur esprit constructif du dialogue social. Par ailleurs, le Conseil national du patronat, selon son président, reste ouvert à toute réflexion visant à donner au secteur privé un souffle nouveau.
Demain, 24 mars, le Mali célèbre la journée nationale de la courtoisie sur les routes. L'objectif de cette journée citoyenne est d'informer et sensibiliser les usagers de la route au comportement de conduite à risque. Écoutons à cette occasion le message du ministre de l'Équipement et des Transports. Ces propos sont recueillis par Kadija Toukone. Mes chers compatriotes, usagers de la route, le Mali, à l'instar de plusieurs pays francophones, célèbre demain, dimanche 24 mars 2013, la journée nationale de courtoisie au volant et sur la route. Durant cette journée, qui est l'occasion pour nous de veiller à l'esprit d'amabilité et de discipline, d'associer les règles de la courtoisie à celles obligatoires du Code de la route. Mes chers compatriotes, usagers de la route, aujourd'hui, parler de courtoisie au volant, de respect des usagers et de sensibilisation sur la prévention des comportements à risque semble favoriser une prise de conscience collective qui contribue directement à l'infléchissement des chiffres de la mortalité sur la route. Ayons toujours à l'esprit que l'accident n'arrive pas qu'aux autres. Et chaque usager de la route doit être son propre agent de sécurité. Et à l'occasion de cette journée, une de nos équipes a fait un tour en ville, un dossier signé Kadija Toukone, et dans lequel on nous parle plus de respect du code de la route. Suivons le reportage. D'après le Petit Larousse, la courtoisie est une attitude de politesse raffinée, mêlée d'élégance et de générosité. Au Mali, depuis quelques années, la recrudescence des incivilités en voiture et en moto inquiète réellement les pouvoirs publics. À l'origine de nombreux accidents de la route, les comportements agressifs et individualistes peuvent être corrigés. La journée de la courtoisie au volant et sur la route s'attache à véhiculer des valeurs citoyennes afin de favoriser le savoir-vivre au volant et en moto. Que pensent les uns des autres de la courtoisie dans la circulation au Mali? Il y a 2 ou 3 ans à peu près, les Maliens effectivement ne respectent pas le code de la route. Mais avec les sensibilisations, de nombreuses sensibilisations, on constate maintenant que vraiment les Maliens ils respectent petit à petit le code de la route. Il y a certains qui ne respectent pas vraiment le code de la route. Surtout, mon boulot en général, c'est pas du tout normal. Donc il faut que surtout les socramans là, ils ne respectent pas le code et ils ne respectent pas aussi la circulation des piétons. Donc ils roulent comme ils veulent. Cette campagne est destinée à mettre l'accent sur la prévention et l'éducation routière. Elle vise à inciter chacun, automobilistes, cyclistes, motards et même piétons, à un meilleur partage de la route. Les gens à 2 roues souvent posent un peu de problème parce qu'ils circulent à tombeau ouvert. Des fois, ils viennent arriver à notre niveau sans se rendre compte. Donc souvent, on interpelle certains pour non-respect aux injections de l'agent. Si ce n'est pas le non-respect de la circulation, on n'allait pas enregistrer autant d'accidents. Mais seulement c'est l'indiscipline de certains usagers. Et surtout, au niveau de ce rond-point-là, le non-respect à la priorité qui provoque l'accident à mon niveau. Alors, n'attendons pas le 24 mars de chaque année pour être courtois dans la circulation. Nous devons l'être aujourd'hui, demain, après-demain et tous les jours. La sécurité routière passe forcément par un changement de comportement de tout un chacun. Donc, ne soyons pas discourtois. Page noire de cette édition, l'écrivain nigérian Chinua Achebe n'est plus considéré comme l'un des pères de la littérature africaine moderne. Il est décédé le 21 mars dans un hôpital de Boston aux États-Unis à l'âge de 82 ans. Si vous n'aimez pas l'histoire de quelqu'un, écrivez la vôtre, ce sont ses mots. Eh bien, Chinua Achebe n'a jamais dérogé à sa pensée. Pendant plus de 50 ans, il a écrit son histoire, celle des Nigérians en proie à la corruption, celle d'un continent aux prises avec ses multiples turpitudes issues de l'ethnie Igbo. Il travaillait à la radio nationale quand il a publié Le Monde s'effondre en 1958. C'était alors le premier roman qui racontait le colonialisme européen d'un point de vue africain.
Il avait 82 ans. Un accident de la route lui avait imposé la chaise roulante. C'était l'un des pères de la littérature africaine. L'écrivain nigérian Chinua Achebe est décédé aux États-Unis dans un hôpital de Boston. Il était devenu célèbre grâce à son roman écrit en 1958, Le monde s'effondre, un ouvrage traduit en 50 langues et vendu à plus de 10 millions d'exemplaires. J'écris pour être lu, pour être reconnu. En d'autres termes, cela veut dire que ce que j'ai écrit a laissé des traces quelque part. Le monde s'effondre était imprégné de la culture Igbo, son ethnie d'origine, sur fond de colonisation. C'est le premier roman à raconter le colonialisme européen d'un point de vue africain. Beaucoup de gens, de nombreux écrivains qui travaillent aujourd'hui se sont inspirés de l'ouvrage Le monde s'effondre, qui a eu aussi une influence sur la littérature mondiale. Chinua Achebe a écrit plus d'une vingtaine d'œuvres, des essais, des poèmes, des romans, autant de satires du pouvoir et de la malgouvernance. Sa plume et son regard incisif lui ont valu une notoriété telle que Nelson Mandela lisait ses livres durant ses longues années dans les prisons sud-africaines. Les Nigérians pleurent un écrivain engagé et humaniste. Chinua Achebe était une icône, l'un des meilleurs. Sa mort est une grande perte pour les Nigérians. Je suis triste. C'est une grande perte pour le monde littéraire. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'influence sur la littérature africaine. Il va beaucoup nous manquer. Chinua Achebe vivait aux États-Unis. Son dernier roman, Il y avait un pays, date de 2012. Ce sont ses mémoires sur la guerre du Biafra qui a ravagé le Nigeria de 1967 à 1970. Fidèle à lui-même, Achebe, défenseur de la sécession, avait de nouveau chahuté les esprits. Comme on le dit souvent, les héros ne meurent jamais. Sport, football, championnat national, Ligue 1, 18e journée. Le centre Salif Keita a battu hier Lasco et 1-0, c'était au stade Modibo Keita. Les centristes remontent après cette victoire à la 12e place. Le match COB AS Real de Bamako a été reporté en raison des éliminatoires de la Coupe du Monde et à la demande du COB. Diarra Konati. Le CSK avec 14 points est face à Lasco 17 points. Les centristes dos au mur vont vite trouver le chemin défilé. But inscrit par Karim Sogoba à la 4e minute. Ainsi, les jeunes de Korofina se portent à l'attaque sans parvenir à égaliser. 1-0 score à la pause. À la reprise, la défense du centre Salif Keita résiste aux assauts de Korofina. Finalement, le CSK obtient les 3 points précieux de la victoire. Les centristes occupent provisoirement la 12e place avec 17 points. Le derby de la journée COB-Real a été reporté à la demande du COB, dont le gardien Ablaï Samake Pourato est sélectionné en équipe nationale. Selon l'article 91 de la Fédération malienne de football, sur le report des matchs qui stipule qu'en cas de match international d'une sélection nationale, le club ayant au moins un joueur dans la sélection peut demander le report de son match de la catégorie concernée. Et la fin cet après-midi de la phase de poule de la CAN Junior, le Mali déjà qualifié pour les demi-finales s'est incliné devant le Gabon 2-0. L'autre match du groupe B a vu la victoire du Nigeria 3-1 face à la RDC. En demi-finale mardi, le Mali jouera contre le Ghana alors que le Nigeria rencontre l'Égypte. Ces 4 pays sont qualifiés pour la Coupe du Monde de la catégorie prévue du 21 juin au 13 juillet 2013 en Turquie. Et en 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014, les Aigles du Mali jouent demain à Kigali contre les Awavubi du Rwanda. Seydou Keita et ses partenaires espèrent bien décrocher la victoire afin de mieux se positionner dans le groupe. Nous écoutons le sélectionneur national Patrice Carteron, Seydou Keita et Mama Dambélé. Les joueurs vont bien, on a juste Seydou qu'on a ménagé cet après-midi, qui souffre d'une petite douleur à la cuisse, mais normalement ça devrait aller pour demain. Donc on a vraiment un groupe au complet et par rapport à ça, il faut respecter cette équipe du Rwanda, mais faire preuve de beaucoup de détermination.
Cette équipe-là a tenu en échec le Bénin ici, a tenu en échec le Nigeria il y a quelques mois, en échec également. Donc c'est un déplacement très difficile, mais comme ça l'est souvent sur le continent africain. Donc il faudra vraiment faire un gros match. On sait qu'en dehors de notre belle victoire au Botswana il y a quelques mois, le Mali reste sur quasiment 5 ans sans gagner à l'extérieur. Donc il faudra vraiment faire une grande performance pour venir chercher les 3 points ici. On a envie de gagner ce match-là parce qu'après on sait qu'au mois de juin on a 2 matchs à domicile. Donc ce match-là est très très important pour nous pour la suite de la compétition. L'ambiance elle est bonne, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Et on est content de se retrouver après la Coupe d'Afrique. Je me sens bien, j'étais bien accueilli par le staff, par les joueurs. Et je suis fier d'être ici et j'espère apporter quelque chose avec l'équipe nationale. Et nous sommes à la fin de ce journal.